On a une table ronde en 2 points finalement. Où en sommes-nous? Où allons-nous? Le professeur Frima a déjà beaucoup parlé de où on en est, même si tout le monde n'est pas d'accord avec ces analyses. On va peut-être voir un peu plus longuement vers quoi est-ce qu'on peut tendre. On va essayer d'être le plus clair, le plus concret, le plus percutant possible, pour éviter de sombrer dans la technique, même si c'est un domaine où il y a des acronymes pour avoir préparé cette table ronde et pas avoir compris un mail sur 2, on va essayer de les éviter de façon à ce que tout le monde puisse bien comprendre. C'est un objet social, vous m'avez dit, Mme Vassy, en préparant cette table ronde, la santé-travail, c'est un sujet sensible, c'est un sujet épidermique, c'est un sujet politique. Et Michel Petitot me disait aussi que le système de santé était très difficile à comprendre, je veux bien vous croire, parce qu'il est transversal, qu'il touche à des domaines divers. Bon, c'est une œuvre collective, on va quand même essayer d'être clair et concis. Juste, je reviens avec vous, monsieur Frima. À votre avis, les avancées majeures de ces dernières années ou les changements majeurs de ces dernières années, quels sont-ils? Je l'ai dit tout à l'heure, Ouais. c'est 2011, la loi, avec enfin une traduction réglementaire, le décret de novembre 2016. Restera maintenant la mission Lecoq, si effectivement on va jusqu'au bout d'une éventuelle refonte du système au sens organisationnel et gouvernance. Mais ça, c'est autre chose que l'activité stricte des services de santé. Ouais, donc la notion d'aptitude, la notion de périodicité, c'est quelque chose qui a évolué. Monsieur Gambelli, maintenant c'est 5 ans pour la visite, qu'on ne doit pas forcément appeler la visite d'ailleurs, si j'ai bien suivi. 5 ans, mais une cotisation annuelle quand même. Ah bon, bah alors ça commence. 5 ans maximum. D'accord. Oh, très bien. C'est un plafond. Avant de laisser la parole à M. Gambé, je vais vous présenter quand même. Ces gens, vous dites, ils sont là, mais... Donc M. Frima, je ne vous le présente plus. Madame Maresco, qui est au centre, est médecin inspecteur du travail à la Directe Bretagne. Comme j'ai dit que c'était une œuvre collective, c'est le ministère, finalement, du travail. Hein, Oui, mais vous êtes l'émanation régionale mais c'est vous toute seule aussi, c'est vrai. C'est parfait. Madame Vassy, à côté de moi, secrétaire générale de Présence. Alors Présence, c'est un organisme national qui représente les 240 SSTI. Vous représentez les 10 organismes bretons, par exemple, et bien d'autres qui sont adhérents. Donc, vous nous parlerez du système. Monsieur Gambelli, à qui je m'apprête à donner la parole, représente l'UIMM, c'est l'Union des industries et des métiers de la métallurgie. On peut dire que vous êtes côté entreprise, que vous représentez des entreprises. Oui. Hein. Non, parce que jusqu'à présent, je ne suis pas certain de ce que je dis, donc, mais là, on est d'accord. Vous le confirmez, et c'est Michel Petitot qui le confirme, qui lui est expert confédéral pour la CFE-CGC, le côté plutôt les partenaires sociaux. Hein? Le côté salarié aussi. Très bien. Bon, on est bien tous d'accord. Ok. La visite. Alors, la visite. Le professeur Frima vous a parlé tout à l'heure d'une entreprise qui n'avait rien compris. Hein? Une visite tous les 5 ans. Et entre deux, il ne se passe rien. À quoi sert la cotisation? L'entreprise, elle a tout compris. Parce que la cotisation, elle doit avoir un retour, et un retour concret. Or, parmi toutes les missions qu'a montré le professeur Frima, celles qui figurent dans la loi, il y en a une que l'entreprise délègue au service de santé au travail, et pas deux. La seule mission que délègue juridiquement un employeur, c'est le suivi médical. Et c'est si vrai que dans la directive européenne, on ne parle pas du tout de pluridisciplinarité. On parle d'un côté de services de protection et de prévention, qui sont des services de prévention, et à l'autre bout de la directive, on parle de surveillance médicale, en plus si le salarié en a envie. Et c'est notre système français qui a couplé les deux, trouvant très malin de dire, nous on a la médecine du travail, elle fait les deux. Dans les autres pays, les deux fonctions sont distinctes. Donc l'entreprise, elle est légitime à avoir un service, soit pour la libérer de son obligation de suivi médical, et vous connaissez les sanctions qui accompagnent
l'absence de suivi médical, c'est-à-dire la prise d'acte, les engagements de responsabilité, ou alors une prestation concrète en termes de prévention, parce que on peut présenter la cotisation comme une prime d'assurance qui sert quand on a un ennui, mais on est en association de la 1901, ce n'est pas la finalité, ce n'est pas encore une cotisation de sécurité sociale, elle n'est pas encore prélevée par le... Ça va peut-être venir. Bon. Et ce n'est pas encore une redevance, ça suppose quand même un service. Et dans les statuts des services de santé au travail, normalement, on doit décrire la contrepartie que doivent bon, les entreprises savent très bien, quand on a 13 000 ressortissants, qu'on ne peut pas servir tout le monde en même temps. Mais néanmoins, le fait d'avoir objectivé une prestation, que ça soit libérer l'entreprise de son obligation légale de surveillance médicale, car l'entreprise n'a pas le droit d'investiguer elle-même sur l'état de santé du salarié, comme ça se fait dans certains pays, on est bien d'accord. Soit une prestation, la fiche d'entreprise, la prestation basique, la fiche d'entreprise, c'est le petit document unique que la PME, TPE qui n'a pas les moyens est en droit d'avoir. Il faut une contrepartie. Donc le réflexe de l'entreprise, elle est légitime. 5 ans, il doit se passer quelque chose. Maintenant, les modalités de la prestation, c'est à l'association de faire en sorte que ça soit adapté aux moyens du service. Si je pose la question à chacun d'entre vous, est-ce que le système fonctionne bien actuellement? Vous, qu'est-ce que vous dites, monsieur Gambelli? Je vous vois, vous faites de la moue. C'est très variable. On a 240 services en France. Il n'y en a pas un qui se ressemble. Dans certaines régions, il y a un très fort mécontentement parce que les entreprises estiment que le service n'est pas rendu, que ce soit en termes de suivi médical ou de prestations. Par ailleurs, il y a des monopoles territoriaux qui font que les entreprises, parfois, aimeraient s'émanciper du service. Dans certaines villes, il n'y a pas de monopole. Donc, globalement, la nouvelle réforme est mal comprise parce qu'elle n'a pas non plus été accompagnée. D'habitude, les réformes, il y a des grandes circulaires qui expliquent le pourquoi du comment. Aujourd'hui, il n'y en a pas eu. Donc, il y a un sentiment de confusion générale avec l'évolution du système, notamment depuis 2017. Et il y a un véritable malaise. Alors, je ne parle pas du pompon qui est le contentieux de la vie d'aptitude, qui est devenu surréaliste. Là, quand même, j'ai eu l'exemple la semaine dernière d'une entreprise avec un pontier de sidérurgie. Le pontier passe sa visite médicale, lui, il considère qu'il est inapte. Et son patron considère aussi qu'il est inapte. Et donc, tous les deux, ils décident d'aller contester l'aptitude. Eh bien, pour contester l'aptitude, le pontier doit assigner son employeur et réciproquement, alors qu'ils sont tous les deux d'accord, devant les prud'hommes. Enfin, on en est là aujourd'hui. Alors, ça fait peut-être l'affaire des services ou des médecins du travail, parce qu'eux ne sont pas dans le contentieux, mais c'est des situations qui sont surréalistes. Ouais, c'est un peu ubuesque. Ouais. Donc, ok, il y a des choses qui ne vont pas. Madame Maresco, vous dites qu'il y a une médecine du travail à 2 vitesses. Oui, et je voulais vous faire remarquer que, représentant la Directe, mais m'exprimant en mon nom propre dans un avis technique, je me suis mise entre lui-même et l'organisation salariée. Donc, je voulais que la salle en prenne note. Ah, vous vous êtes placé tout seul. Alors, oui, votre question c'était, est-ce que vous pensez qu'il y a une médecine à 2 vitesses? À 2 vitesses. Bah, clairement. Alors moi, je donne une vision régionale, puisque en tant que médecin inspecteur, je couvre la région Bretagne et depuis quelques années. On a effectivement aujourd'hui des services de santé qui interviennent préférentiellement pour des travailleurs classiquement en CDI, et on laisse de côté les travailleurs précaires. Je lis pas ce service-ci particulièrement, je donne une vision générale. Quid des intérimaires? 2000 personnes inscrites, il y en a bien plus en région. Les sous-traitants des sous-traitants, alors qu'on sait que le risque est externalisé. Et là, on est au niveau d'un service interne, mais comme vous l'avez dit, il y a des services autonomes, et force est de constater que ce n'est pas d'ailleurs forcément mieux, mais que c'est finalement assez différent. Sandra Massy, qu'est-ce que vous pensez, vous, du système tel qu'il fonctionne aujourd'hui? Alors, j'aurais voulu réagir sur cette notion de contrepartie, puisqu'elle a été évoquée, elle me paraît intéressante, et puis on est devant des entreprises qui financent le système. Donc nous sommes aussi... Alors, le Présence, c'est donc un organisme national représentatif des 240 services de santé au travail, qui sont des opérateurs, en fait, de ces fameuses missions, qui sont bien au nombre de 4. Donc nous représentons aussi la branche professionnelle dans les négociations de la convention collective de branche.
Donc la notion de contrepartie. C'est vrai que pendant des années et jusqu'à 2016, on nous a demandé des comptes sur les visites médicales finalement. Et on s'est trouvé embarqué et souvent en difficulté à fournir le nombre de visites médicales possibles. Puisque avec 5000 médecins du travail, on a forcément un temps médical limité. Si on veut faire du tiers-temps, enfin on voit bien qu'on ne pouvait pas fournir le nombre de visites prescrites. La bonne nouvelle, c'est que les nouvelles dispositions réglementaires issues de la loi travail rendent le système opérable. Donc, je voudrais, là, par rapport aux deux intervenants précédents, peut-être donner vous n'avez pas, pas plus de médecins. Alors, on n'a pas plus de médecins, mais ils récupèrent la main sur la périodicité du suivi. C'est-à-dire qu'on va vers un suivi individualisé et correspondant aux risques professionnels, au métier, à l'emploi, à l'état de santé de chaque salarié. Donc je voudrais vous donner quand même quelques chiffres consolidés au niveau national, puisque à la limite c'est pour ça que je suis là. Les visites médicales, donc on est sur l'année 2016, donc il y avait les débats législatifs en cours, mais pas encore les nouveaux décrets. 7,5 millions de visites médicales. Donc on a quand même travaillé. 1,5 million d'entretiens infirmiers, ancienne version. En parallèle, 300 000 actions en milieu de travail. C'est quand même pas rien. 300 000 actions en milieu de travail. Ça peut être des études de poste, ça peut être une sensibilisation collective, ça peut être une prestation d'un ergonome, mais 300 000. Donc la contrepartie, on n'a peut-être pas eu l'habitude de la valoriser assez, mais elle est là. Et je crois que, là, on vient d'avoir une AG, et donc j'ai écouté avec intérêt les rapports des médecins en charge des pôles techniques. Sont bien là pour nous rappeler. Ils nous ont dit combien ils avaient fait de visites, combien ils avaient convoqué. Ils nous ont aussi dit combien d'actions sur le terrain dans l'entreprise ils avaient vues. Et je voudrais aussi revenir, puisque j'ai le micro, sur les 4 missions. Alors, il se trouve qu'elles sont au nombre de 4 et en fait qu'elles sont pertinentes. Je crois que quand on fait de la prévention, et là les médecins et les préventeurs de la salle, ou peut-être ici même le confirmeront, le début de l'évaluation, c'est pas la visite médicale. Le début, c'est voir les risques et les expositions professionnelles. Ça commence comme ça. Donc il faut se déplacer, il faut aller sur le terrain. Le réseau des services, c'est quand même 16 000 personnes, dont plusieurs milliers qui peuvent se déplacer en entreprise et aider les entreprises à évaluer leurs risques, puisqu'effectivement, ce ne sont pas les services qui sont en posture d'évaluer les risques et qui vous disent c'est pas bien, c'est comme ci, ou c'est comme ça, pardon, mais voilà, qui doivent aider l'entreprise à évaluer ses risques. Oui, je voudrais juste compléter pour dire que effectivement, vous nous donnez des chiffres issus des services internes, donc c'est pas l'ensemble du système des services de santé. Hein, on en est bien. C'est hors service autonome. Vous avez raison voilà, de le préciser. Et hors médecine de prévention pour la fonction publique, puisque exactement. Les fonctionnaires, je suis pas fonctionnaire, rassurez-vous. J'ai juste mal tourné en devenant médecin inspecteur, ont aussi droit à une médecine de prévention. Ouais. Oui, alors ce que je voulais dire. Il y a bien sûr nos collègues du régime agricole qui n'ont pas du tout été cités. Donc ça fait quand même beaucoup de gens qui sortent de ces chiffres-là. C'est ça que vous dites. Absolument. Et malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas un système unique qui permettrait d'appliquer à chaque travailleur, c'est le mot du Code du travail. Donc je reviens sur cette inégalité que je décrivais au départ. Est-ce que je me suis permis d'intervenir ? Parce que vous donniez des chiffres, effectivement, de nombre de visites, d'actions en milieu de travail. Mais la vraie question... et Paul Frimat l'a évoqué, c'est quels sont les besoins finalement en santé au travail des entreprises. Ça. Et ça, on ne pose pas encore suffisamment la question. Et les besoins, ça peut être effectivement du suivi rapproché, une évaluation des risques, une aide à des aménagements, enfin, tout ce qui a été dit aujourd'hui. Donc tant que notre système ne partira pas de l'évaluation des besoins en santé au travail, dans des entreprises, dans des secteurs professionnels, on risque d'une guerre avancée. On ne vous a pas encore entendu, Michel Petitot. Oui. La question très générale que je posais aux autres aussi, est-ce que ça fonctionne bien pour vous aujourd'hui, la santé-travail en France ? Alors, il y a deux sujets. C'est la santé au travail en tant que système et les services de santé au travail, qui ont plus un côté fonctionnel. Pour répondre pour la pluridisciplinarité, et puis les équipes pluridisciplinaires, c'est un processus qui a été engagé en 1979. Donc ça fait presque 40 ans. Pour lequel les syndicats se sont battus. Pour lequel il y a eu un consensus qui a fini par se former, mais il a fallu beaucoup de lois, beaucoup d'avancées pour que ça se concrétise dans les services de santé au travail. Aujourd'hui, on voit que ça fonctionne et ça fait partie des prestations
aux entreprises. À l'origine, ce n'était pas pour compenser le manque de médecins du travail, c'était pour apporter un service supplémentaire. Et progressivement, ça a apporté un service complémentaire et aussi ça a pallié et ça a aidé les médecins à avoir une aide sur l'ergonomie, la toxicologie, l'hygiène de sécurité. Ça a valorisé le service des services de santé au travail auprès des entreprises. Ensuite, parce que vous posiez la question, est-ce que ça marche? Le système. Le système, ouais, en général. En général. Alors le système, c'est celui de la santé au travail. Oui. Alors je ne vais pas avoir une réponse que pour les services de santé au travail, mais une approche politique au niveau national, puisque je fais partie du COCT. C'est pour ça qu'on m'a fait venir. Non mais... Oui. C'est que pour ça. Ben, Oui, alors oui, c'est Alors, ça. C'est le premier acronyme de la première soirée. chose. Le COCT. première chose, C'est quoi? je vais répondre. Ah bon, d'accord. C'est un système qui est très compliqué, Oui. la santé au travail. Ça, dès l'intro, je l'avais dit. Mais hein. compliqué, quelque chose de pas possible. Oui. Parce qu'il y a des instances de concertation, il y a l'État, des organismes de prévention, de sécurité sociale, et maintenant les complémentaires. Et tout ça, ça doit vivre ensemble, avec des relations plus ou moins formelles, plus ou moins utilisées entre les différents acteurs. Le COCT, c'est le Comité d'orientation des conditions de travail. C'est une instance politique nationale dont fait partie Franck Gambelli. Dans ce COCT, il y a plusieurs instances. Il y a le Comité national d'orientation des conditions de travail, qui est présidé par la ministre du Travail, et qui s'est réuni normalement 1 ou 2 fois par an. Mais ça fait quand même 1 an qu'on n'est pas réunis. Donc là, il y a un problème. Ensuite, il y a le groupe permanent d'orientation, avec qui nous siégeons, avec qui je siège avec Franck à peu près tous les mois, où on essaye d'avoir un consensus entre tous les partenaires sociaux, côté employeur, côté salarié, sur des sujets divers. Et on établit un avis politique qui doit être suivi, qui peut être suivi par le ministre. Je vous suis jusqu'ici, oui. Mais je pense toujours à ma question. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Le système. Ça fonctionne pas très bien. Voilà, ok. Il y a 4 rapports qui sont sortis. Il y a le rapport sur l'attractivité de l'IGAS, qui parle de l'effectif du médecin du travail. La principale source de discussion, c'est la véracité des chiffres qui sont donnés. Et les origines sont différentes, les façons de calculer sont différentes. On manque de référentiel pour bien On n'a mesurer pas l'activité. On n'a pas des vraies valeurs. Il y a un C'est problème ça. de données. Un problème de et référentiel, réalité. ouais. D'accord. Après, quand on n'a pas la réalité, chacun part dans son idée. C'est moi qui ai raison parce que j'ai ces chiffres-là, c'est moi qui ai raison parce que j'ai ces chiffres-là. On ne s'entend pas bien. Le rapport de l'IGAS est assez clair là-dessus. D'accord. Enfin, il dit que c'est pas clair. Il est clair en disant que c'est pas clair. Ensuite, on a le rapport... On va essayer d'être court, hein, parce que... On va être court. Prévention, on ne peut pas être très court. Prévention, Ah bah, des ça va quand même falloir un peu. professionnelles, qui montre que le système ne marche pas bien. Le rapport de l'IGAS qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et on attend bientôt le rapport de Paul Frimat et celui de Mme Lecoq. Dans la mission du Premier ministre à Mme Lecoq, il est bien écrit, là je vais vous répondre directement à votre question, que le système est compliqué, que c'est un millefeuille complexe, Le professeur Frimal Qui disait n'est tout à l'heure. peu. Ouais. et parce qu'elle est gentille dans sa lettre, ou pas coordonné. Donc, comme il n'y a pas de coordination, le mouvement est assez brownien. D'accord. Non, mais on voit bien Et que vous êtes un peu tous... Et D'accord, l'objectif quand même. de la lettre, c'est bien spécifié, c'est d'accroître l'efficience du système, incluant les services de santé au travail, mais pas que, en les intégrant dans le nouveau système politique régional qui a été élaboré et qui commence à bien fonctionner. D'accord. Ça Bon. méritait une petite explication. Très bien. Non, mais on voit que vous êtes tous un peu d'accord pour... Même vous, Monsieur Frimat, pour dire il y a des marges de progrès. Ça... Ah, je ne serais pas aussi négatif que vous. Je suis d'accord que le système ne fonctionne pas bien. Mais
Moi, derrière, quand on prend, ça ne fait que 42 ans que je suis dans le système, quand on voit où on était dans les années 70 et où on est dans les années 2018, je suis d'accord avec M. Gambelli. La notion, effectivement, de systématisation d'actes par rapport à une entreprise, elle a disparu parce que les services n'ont pas su s'adapter pour répondre, effectivement, à ces besoins de santé. Par contre, je pense que les services de santé ont énormément acquis, en particulier sur la problématique du maintien à l'emploi, dans le suivi des personnels en difficulté, etc., etc. À une certaine époque, M. Y était pas bien, on le mettait en invalidité ou on le licenciait. Là, l'enjeu actuel, c'est bien effectivement avoir ce parcours de soins au sein même de la santé-travail. Et là-dessus, on a quand même beaucoup progressé. Mme Vassy, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, mais c'est peut-être pour mettre en lien là, deux observations qui ont été faites. On a dit médecine ou système à plusieurs vitesses. Donc, bon, c'est un petit peu, c'est une formule un peu choc, mais ce qui est certain, c'est que les associations. Alors, je parle pour les SSTI, je ne parle pas des systèmes d'acteurs en région qui ont effectivement des logiques différentes et qui sont plus ou moins pilotés par leurs instances régionales. Mais s'agissant des SSTI, donc il s'agit d'associations indépendantes comme celle-ci. Chacune écrit son projet de service quand même et chacune fonctionne avec un agrément. Donc il y a quand même un agrément et ce que je voulais dire, et c'est fondateur et on rejoint la problématique des besoins de l'entreprise, c'est qu'en général, pour écrire ce projet de service, on commence par l'étape 1 ou même l'étape 0 qui est de faire son diagnostic territorial et de prendre en compte le bassin d'emploi dont on a la charge. Donc normalement, et sauf erreur méthodologique grave, et on peut déplorer là qu'il y a un manque de partage sur les diagnostics territoriaux dans les instances. Les services ne sont pas systématiquement associés et à débattre et à partager des diagnostics territoriaux, mais normalement, le projet de service de vos associations dans les territoires, il découle de la connaissance des problématiques des entreprises. Et maintenant, parce que c'est un sujet, peut-être on va y venir, sur ce manque de pilotage finalement dont on souffre peut-être tous, enfin le point de vue des services effectivement, et qu'on gagnerait parfois à avoir peut-être plus de clarté aussi dans les orientations régionales qui font qu'on est agréé ou pas agréé. Alors les politiques d'agrément sont censées être écrites et connues. Ça n'est pas le cas partout. Ici, il y a un dialogue de qualité avec le médecin inspecteur et les autorités qui agressent. Ça n'est pas le cas partout, ce qui explique les situations de tension qu'on a pu décrire. Donc en fait, nous, on demande très clairement des lignes directrices pour une politique d'agrément nationale. Et ça répondra aussi aux problématiques des entreprises éventuellement multi-sites qui ne comprennent pas forcément pourquoi les contreparties à droite ne sont pas exactement les mêmes qu'à gauche, au nord qu'au sud, etc. Voilà, c'était pour mettre en lien des choses importantes. Enfin, et Mme Maresco n'est pas d'accord. En partie un peu d'accord. Voilà. Je suis d'accord sur l'ensemble de ce que vous venez de dire. Effectivement, nous, en région, la directe est en charge de la politique d'agrément. On vient de la présenter. D'abord, on a débattu ça avec les partenaires sociaux, OP et OS, enfin, syndicats salariés et syndicats patronaux. Elle a ensuite été présentée aux différents services, qu'ils soient autonomes ou inter. Donc on essaye d'aller vers plus de clarté aussi de notre côté. Ce avec quoi je suis d'accord, c'est sur le diagnostic fait les besoins en santé au travail. C'est vrai que l'exercice était nouveau pour les services il y a 4-5 ans, qu'on a vu des diagnostics quand même très, très peu aboutis. En tout cas, en région, on a essayé d'aider ces services. Peut-être qu'ils ne se sont pas assez emparés de cela par un diagnostic santé au travail régional qu'on a élaboré avec l'Observatoire de santé. Et on a fait aussi, puisqu'il y a une multitude de services et de situations, un diagnostic par zone d'emploi. On va continuer ces travaux pour éclairer au niveau du diagnostic. Ce avec quoi je ne suis pas d'accord, c'est avoir une politique d'agrément nationale. Parce qu'il y a énormément de différences entre les régions, qu'il y ait des lignes directives. Bon, par exemple, si dans la politique, c'était priorité au TPE... Il y a tellement de disparités qu'on ne peut pas avoir un agrément national. Énormément. Et on le voit très bien dans les échanges qu'on peut avoir et dans les comparaisons qu'on peut avoir. Énormément de disparités selon la démographie, selon la gouvernance des services, selon la part que prennent les partenaires sociaux à cette gouvernance. Il y a donc un agrément, une politique d'agrément national, sans doute des points directeurs, mais une déclinaison régionale. La Bretagne, ça n'est pas la région PACA. D'accord. Monsieur Petitot.
Et puis, j'ai Alors, une c'est- question pour M. Gambelli. Alors c'est vrai qu'en Bretagne, c'est une des premières régions où il y a eu des diagnostics. Et toutes les régions n'en ont pas. Et c'est vrai que la Bretagne a été précurseur en la matière, grâce à plein de gens ici. Pour les agréments, alors, je repars du niveau national. Donc on a donc notre COCT, notre groupement D'accord, voilà, maintenant. d'orientation Ouais. nationale. Mhm. Et ce système-là a été dupliqué au niveau régional. Et maintenant, il y a un GPRO. Aïe, aïe, aïe. Non, mais c'est pas aïe aïe aïe, c'est comme ça que ça va fonctionner. Oui, mais ça veut dire quoi? Le groupement permanent d'orientation régionale. Et il y en a un dans chaque région. Et on a eu une réunion il y a 15 jours à la Direction générale du travail sous l'égide du DGT, du directeur général du travail, de façon à ce que le système, qu'il y a des liens entre les régions. Et les GPRO Là, on a suivi. auront leur mot à dire Ouais, mais... sur la politique d'agrément. Et c'est une demande de la plupart des GPRO. Il y a un membre dans la salle. Et D'accord, très bien. voilà. Merci madame d'être là. Donc les partenaires sociaux seront associés à ces politiques d'agrément. Alors, on Et voit non pas bien, au niveau national. ça fonctionne comme ça peut, si on résume vraiment au maximum ce que vous voulez dire, qu'il y a des disparités, que plutôt ici ça fonctionne bien, il y a des endroits où ça fonctionne moins bien. On est d'accord. Est-ce que, Franck Gambelli, quels sont aujourd'hui concrètement les besoins des entreprises en termes de santé-travail, selon vous? Il faut distinguer deux univers. Il y a le système institutionnel de santé au travail dont on vient de parler, et puis il y a l'univers de l'entreprise. Oui. Le système institutionnel de santé au travail, c'est deux filières. Celle du ministère du Travail, avec ses opérateurs privés, dont les 240 services de santé au travail, mais également les grands contrôleurs techniques qui font partie de la filière du ministère du Travail, mais également l'OPP-BTP, et la filière Sécu. La filière Sécu, c'est les CARSAT, l'INRS. Là, il y a des choses qui fonctionnent moins, il y a des usines à gaz un peu partout. Mais l'univers de l'entreprise, on n'en parle jamais, Voilà. c'est l'Arlésienne. Il y a combien de gens qui travaillent en France? Peut-être 25 millions, 18 millions dans le privé, 13 millions suivis par les services de santé au travail. Mais il se passe des choses dans les entreprises depuis 1946. C'est l'employeur qui porte l'obligation de prévention, obligation de sécurité, dite de résultats ou de moyens renforcés. Les entreprises se sont organisées. La baisse de la sinistralité, on ne l'a pas inventée. Et tout ça, ça marche avec ou sans l'appui du système institutionnel. L'immense majorité des entreprises n'ont pas attendu le système institutionnel pour s'engager dans la prévention, que ça soit parce qu'il faut respecter la loi, ou uniquement parce que c'est un levier de performance de l'entreprise. Ça a énormément bougé. Alors maintenant, là où on a besoin du système institutionnel, et c'est ce que dit l'Europe, c'est quand l'entreprise n'a aucune ressource interne. Tous les autres pays ont beaucoup investi en interne sur la prévention. Ils ont recruté des préventeurs. Nous, on n'a pas voulu le faire parce qu'on a dit que c'était les services de santé au travail qui faisaient le job. Et vous pensez qu'ils le font? Dans les 2 années 2000, on a tous été d'accord pour dire les services de santé au travail font le job, il n'y a pas besoin de recruter. Bon, les Allemands, les Anglais, ils râlaient, mais ils recrutaient. Le préventeur, il est devenu HSE, il est devenu QSE, il est devenu maintenant gestion de l'énergie. Le rôle de préventeur a monté en entreprise. Cet immense mouvement, il peut être accompagné pour des entreprises qui n'ont aucune ressource par les services de santé au travail. C'est leur mission d'origine. On parle des TPE, PME. Et quant au suivi médical, je reviens, excusez-moi, je suis d'accord avec le professeur Frima, ce suivi médical à moyen ou long terme, mais parfois dans le court terme, il est indispensable pour certains postes de travail, pour certains postes de travail très précis. Moi, je ne suis pas d'accord avec la liste des SIR, on s'est battu, on a perdu. Je regrette qu'il n'y ait pas dans les SIR les travaux sous forte charge physique, parce qu'on en a encore dans la métallurgie, et jamais les robots les remplaceront. Je regrette qu'on n'ait pas mis dans la SIR les travaux qui exigent un état de conscience permanent, un état de vigilance ou le travail isolé. Bon. C'est un vrai problème pour nous. Maintenant, on est d'accord pour recentrer le savoir-faire clinique du médecin sur ce type de poste. Et ce n'est pas de la médecine de contrôle, c'est de la médecine du travail. On est d'accord pour ce recentrage. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est la seule
mission que délègue l'entreprise. L'entreprise ne délègue pas la prévention. Ce n'est qu'un opérateur parmi d'autres. Et le système de santé au travail ne se résume pas dans les 240 associations de services interentreprises. Et est-ce que vous pensez que les entreprises ont bien assimilé l'évolution des métiers, des prestations qui peuvent être offertes par... L'entreprise elle a l'obligation de cotiser, donc c'est sa principale contribution quand même. Alors est-ce qu'elle a assimilé l'évolution du système? En fin de compte... Est-ce qu'elle voit les préventeurs? Est-ce qu'elle voit des gens arriver chez elle et faire de la prévention? C'est très variable. Là, le service nous disait que sur vos 13 000 ressortissants, vous avez fait combien de prestations cette année? Il est évident qu'un service ne peut pas servir tous ses adhérents en même temps. Ça veut dire que les modes de fonctionnement sont différents. Ça pourrait vouloir dire aussi que les entreprises qui ont les ressources internes, on peut s'interroger sur la légitimité de les faire cotiser au service pour la prévention. Parce que dans les autres pays, elles ne cotisent pas pour la prévention. Ceux qui ont déjà des préventeurs. Les préventeurs n'auraient pas besoin de cotiser. Par contre, la fonction médicale, la fonction suivi clinique, les services autonomes l'ont en interne, et on n'a pas d'exigence de prévention à leur égard, puisque c'est la preuve que c'est bien le suivi médical qui reste la mission déléguée. Je sais pas... Non, mais je sais. Néanmoins, tant sur le plan juridique que sur le plan du fonctionnement du système, prenez les services autonomes, on ne s'intéresse qu'à la prestation clinique dans les services autonomes. Le préventeur n'est pas sous la responsabilité hiérarchique dans les services autonomes du médecin du travail. On a des services de prévention qui sont, pour le compte, autonomes par rapport à la prestation clinique. Alors on va essayer d'accélérer, parce qu'on fait une sorte de bilan aujourd'hui sur où en est-on, et surtout on va essayer de parler sur vers quoi faut-il tendre, vers quoi va-t-on tendre. Mais vous vouliez répondre Oui. en quelques mots, Michel Petitot. Je voulais dire que je suis d'accord avec Gambelli quand il dit que les entreprises ont pris de plus en plus de préventeurs. Celles qui peuvent. Celles qui peuvent. Bon, avant, on en trouvait 1 pour 1000, mais on trouve des entreprises qui en ont 200 qui prennent un préventeur. Donc, elles en ont embauché. Les préventeurs des services de santé au travail, ils peuvent apporter un appui particulier, supplémentaire. Mais ils ont aussi la particularité d'être indépendants. Et ça, c'est à souligner. Très bien. Alors, où allons-nous? Juste une vraie question de journaliste pour le compte. Madame Lecoq devait donc rendre son rapport, on m'avait dit c'est fin avril, puis après c'était mi-mai, on est fin juin, enfin on est mi-juin et on ne l'a pas. Juste comme ça, est-ce que ça cache pas quelque chose? Pourquoi elle ne le rend pas avant? Question... Elle a peut-être d'autres choses. Oui, mais allez-y, non, mais ceux qu'on mis, mais pourquoi c'est si long? Ça cache quelque chose ou pas? Ou elle a encore besoin de consulter et elle voit des gens? Je crois qu'il faut rester très simple. Ils n'ont pas terminé. Non, voilà. C'est ça, d'accord. Il est presque terminé. Et il y a les 4 rapports à mettre à superposer. Le COC, la PDP, la prévention de la désinsertion professionnelle, et puis l'attractivité et le rapport de Mme Lecoq. Oui. Donc il faudra faire une synthèse de tout ça. Le sujet sera mis, en principe, à débat à ce fameux GPO. Et on attend d'être réunis, et je pense qu'on devrait être réunis vers le mois de septembre, d'après les dernières informations. Bon, alors est-ce que tous les scénarios sont possibles? Est-ce qu'on est à la veille du grand soir pour la santé-travail? Vous n'y croyez pas, vous, Sandra Vassy? Alors, je vais peut-être vous donner en 2 mots la lecture qu'on a de la lettre de mission. Donc, c'est une lettre de mission du Premier ministre à Madame Lecoq. Pour nous, elle a 2 volets. Elle a effectivement un volet millefeuille, là, dont on vient de parler, qui considère le système d'acteurs dans son ensemble. Et c'est ce volet qui, sans doute, est extrêmement complexe et porte des enjeux de gouvernance, de pilotage régional, des enjeux politiques. Et à notre avis, c'est là que ça consulte finement et que c'est peut-être même plus compliqué qu'il ne lui semblait. Et puis il y a un volet, plus modestement, plus opérationnel. Il y a quand même dans cette lettre de mission des mots indicateurs, efficience, en gros faire la preuve de l'action, rendre plus lisible, enfin il y a des mots extrêmement concrets. Donc nous, en tant qu'opérateurs, on s'est permis bien évidemment de faire part de propositions sur ces axes-là, qui nous paraissent pas si compliqués d'ailleurs à mettre en œuvre, qui nécessitent pas forcément d'ailleurs de texte législatif, c'est plutôt du réglementaire. Et je voudrais reprendre un élément que le professeur Frima a mentionné tout à l'heure, c'est l'utilisation du numéro de sécurité sociale
comme identifiant national de santé par les services. C'est quand même une difficulté technique sur laquelle on bute depuis des années. Pourquoi c'est quoi actuellement Actuellement, donc, chaque salarié a un numéro de sécu, on est d'accord. C'est un identifiant simple qui figure même sur les déclarations d'embauche. Souvent, les déclarations d'embauche nous parviennent, mais nous n'avons pas le droit, en tant que service de santé au travail, d'utiliser ce numéro de sécu attaché au salarié comme identifiant national de santé. Les médecins du travail ont le droit de le manipuler, mais pas les services. Or, les systèmes d'info sont portés par les personnes morales que sont les services. Donc, quand on parle traçabilité des expositions, quand on parle conseil de prévention poussé, etc., sans numéro de sécu, c'est quand même compliqué. Et ça, on en revient à ce qui a été dit tout à l'heure aussi. Le salarié, le patient, le citoyen n'a qu'une santé, on est d'accord aussi. Il n'a qu'un dossier médical. Il a bien du mal à comprendre pourquoi il n'y a pas un volet. Nous, on ne demande pas à ce que tout soit ouvert à tout le monde, évidemment. Mais pourquoi il n'y aurait pas un volet exposition professionnelle dans les dossiers médicaux des gens qui, s'ils le souhaitent, pourraient donner accès à leur médecin traitant à ce volet et inversement. Mais la clé pour pouvoir le faire, c'est le numéro de sécu. Donc je reviens juste sur cet exemple, parce que vous voyez, il n'y a pas besoin d'une loi pour changer ça, on attend un décret. Et je crois qu'on est quelques-uns à le demander, je crois que c'est un sujet en débat, peut-être même au COCT. C'est un sujet qui est en débat, un groupe du travail du GPO avec présence sur ce numéro de sécu. Et on va essayer d'y arriver. Alors, ça sera sans doute pas le grand soir, va pas y avoir une révolution, mais on connaît quand même le gouvernement Macron. On sait qu'il faut d'abord écouter les entreprises. On l'entend souvent, on entend le Premier ministre le dire. Donc, Monsieur Gambelli, est-ce que vous pensez que ce que demandent les entreprises, est-ce que d'abord vous avez été entendu sûrement, est-ce que vous pensez avoir été écouté? J'en sais absolument rien. D'accord. Le rapport de la mission Lecoq, c'est un rapport qui va être mis à la ministre et qui elle-même délibérera avec ses homologues. Qu'est-ce que vous prenez et qu'est-ce que vous attendez? Certainement une modernisation du système. Par exemple, le recours à la télémédecine. Excusez-moi, mais c'est pas très sorcier de demander ça, puisque la santé publique y est passée. Dans les déserts médicaux, on a parfois des entreprises qui font jusqu'à 200 km. On demande un assouplissement des règles d'établissement pour faire passer les visites médicales. On a des entreprises qui sont prêtes à mettre à disposition des locaux, à mutualiser leurs locaux dans les zones industrielles pour faire passer les visites, et le service ne veut pas. On demande à ce que les infirmières d'entreprise puissent faire passer les visites d'information et de prévention. Très souvent, c'est des refus de la part et ça, les entreprises ne comprennent pas pourquoi ces infirmières qui connaissent bien l'entreprise, alors je connais les arguments déontologiques, etc., c'est pas bien, mais quand même, c'est étonnant en période de pénurie. Donc évidemment, nous avons d'autres demandes. Les problèmes d'inégalité territoriale, monopole dans certains endroits de France, libéralisation des services dans les... Alors à Rennes, je ne sais pas si c'est le cas, à Paris c'est le cas, c'est quand même très compliqué à expliquer aux entreprises tout ça. Ouais. D'accord. Mme Maresco, vous voulez rajouter quelque chose? Qu'est-ce que vous attendez? Je vous dirai après éventuellement ce que j'en attends, mais par rapport aux propos de mon voisin et à la question qui était posée de la vision purement plus-value médicale du médecin du travail, moi, je ne suis pas, bien évidemment, tout à fait en phase. Et par rapport à une vision purement hygiéniste, telle qu'elle existe dans les pays anglo-saxons, on voit bien que les visions hygiénistes ne permettent de faire des actions que sur les risques connus. Or, quid des risques émergents? Quid, par exemple, des questions qu'on peut se poser sur les nanotechnologies? Quid des risques psychosociaux qui n'étaient pas un risque connu avant que ça devienne une épidémie? Bon, ça c'était juste un vous avez le micro, point. Moi je... Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Voilà. Je sais bien que le médecin du travail ne réduit pas son activité à son activité clinique. Ce que je dis, c'est que la délégation que fait l'employeur à la médecine du travail, c'est bel et bien sur le suivi médical. Ça, c'est une réalité juridique. Et c'est très difficile de lui expliquer que ce suivi médical ne peut pas être fait. Et je dis aussi que sur la prévention, il y a beaucoup d'autres acteurs et que l'obligation de sécurité, de résultats ou de moyens renforcés de l'employeur,
soit il la décline en interne, en ayant sous sa ligne hiérarchique, ce n'est pas que du droit, sous sa ligne hiérarchique des préventeurs, parce que sans préventeur, il ne peut pas la faire, ou il l'externalise comme il peut. Et là, dans ce cadre, les 240 associations peuvent jouer leur rôle d'appui. Mais donc, je ne caricature pas le rôle du médecin du travail, mais je rappelle quand même des fondamentaux qui sont, à mon avis, complètement oubliés. Alors, quant à l'approche hygiénique anglo-saxonne, hygiéniste anglo-saxonne, on n'est pas aux États-Unis, on n'est pas en Angleterre, c'est pas ce qu'on réclame non On plus. n'est pas encore, mais bon voilà, il y a des rapprochements qui existent. Si le système y contribue. Sur les déplacements des salariés, je voulais simplement préciser qu'il appartient là aussi aux partenaires sociaux de prendre toute leur place dans les conseils d'administration et les commissions de contrôle. Par exemple, en région Bretagne, on a mis dans notre politique d'agrément que les temps de déplacement ne devaient pas excéder 20 minutes, tant pour le personnel des services de santé que pour les salariés. Donc on propose justement une limitation pour limiter les déplacements. C'est tout à fait possible d'inscrire ça dans une politique d'agrément et ensuite de faire en sorte que employeurs et salariés l'apportent. Hein. Mais on est dans une région modèle, vous le savez bien, Mme Maresco. Oh là là, je vais tout vous dire, vous allez voir. Mais là, je vais dire que les choses sympas. Voilà. Mon direct m'a dit que je devais être sage, donc je vais être sage, forcément. Oui, pas de souci. Par ailleurs, votre autre argument, c'était le troisième, je ne sais plus ce que vous nous avez dit après les déplacements. Alors, les infirmières, voilà, excusez-moi. On a en région Bretagne, là aussi, grâce à un groupe pluridisciplinaire qu'on a initié, on vient de sortir un rapport sur le fonctionnement des équipes pluridisciplinaires où ce point des infirmières d'entreprise est développé. Entre autres, il y a 25 recommandations. Je l'ai envoyé tout à l'heure aux gens du groupe, donc c'est pour ça que tout le monde ne l'a pas forcément. Et justement, nous, on considère qu'il est tout à fait possible que ce soit fait avec un certain nombre de conditions à poser. Une infirmière formée, une convention signée, un protocole, mais de toute façon, il y en a forcément un. Donc, une convention signée et l'accord des parties pour que ça se passe au mieux et dans les règles, dans l'intérêt de l'entreprise, dans l'intérêt de l'infirmière d'entreprise qui se sent parfois en grande souffrance par rapport à une situation où elle est délaissée. Parfois, on leur demande même de quitter leurs locaux pour que le service inter puisse l'investir. Voilà, donc je veux dire, effectivement, vous avez raison sur ces points-là. Moi, je suis entièrement en phase, sauf qu'il y a toujours des solutions pour peu qu'on se donne la peine de travailler en pluridisciplinarité. Et je remercie d'ailleurs tous les membres du groupe pour le travail qu'ils ont effectué, et ça n'a pas toujours été simple. Donc je me ferai un plaisir de vous envoyer ces recommandations qui sont publiques dès aujourd'hui, et à Paul aussi. Justement, vous parlez de pluridisciplinarité, Monsieur Frima. Il y a une réelle pluridisciplinarité partout sur le territoire en France, où justement l'enjeu c'est une montée en compétences vers ça. Avant de répondre à votre question, je voudrais lancer 2 pavés. Il faut arrêter les fantasmes. J'entends dire la santé-travail va passer aux ARS. J'allais dire, on laissera les employeurs et les salariés réagir puisque c'est bien eux qui gèrent la problématique de la santé-travail. Mais encore une fois, c'est le genre de fantasme, c'est comme dirait notre président américain, j'allais dire des nouvelles qui, peuvent permettre aux gens de réagir, mais sur quel fondement c'est fait ? Je rappelle qu'au démarrage, 46, c'est bien, dans le cadre du dispositif, les employeurs et les salariés qui gèrent le dispositif. Alors pour faire tous basculer à l'ARS, je crois que là, bon. Deuxième fantasme, on va supprimer les médecins du travail et on va tout donner aux médecins généralistes. Ça a des dit, hein. Mais là aussi, je veux dire, à la limite, pourquoi pas ? Mais nos collègues généralistes, vous les connaissez comme moi, ils ont autant de difficultés, il y a autant de zones, etc. Oui. Et en plus, derrière, il y aura la problématique de formation, etc., etc. Donc, arrêtons ces fantasmes. Le collectif société a besoin de spécialistes dans la relation travail-santé, avec un collectif, effectivement, d'équipes pluries, dans lequel il y a des médecins, des infirmiers, etc. Là, je rejoins tout à fait M. Bonvilly. L'utilisation des infirmières d'entreprise, pour moi,
devrait être intégrée. Et je rejoins aussi le docteur Maresco. Par contre, il faut que ces infirmières d'entreprise acceptent de faire la formation. Parce que moi, je peux vous dire que dans ma bonne région là-haut, j'ai quelques infirmières à qui on avait proposé, mais qui voulaient le faire, mais sans faire la formation. Or, bon, encore une fois, c'est une histoire de cas par cas. Hein, mais pour répondre à votre question maintenant sur la plurie, on a énormément d'efforts à faire. Hein, dans le sens que la plurie, il ne faut pas que ça devienne ce qui existait en 79, le médecin avec sa secrétaire bien-aimée. La plurie, c'est pas ça. La plurie, c'est un collectif, un ou plusieurs médecins avec une ou plusieurs infirmiers, avec des IPRP pour répondre à un collectif d'entreprise sur un territoire donné, etc., etc. Donc, j'allais dire, c'est pour ça que la loi n'a pas spécifié combien il y avait dans l'équipe plurie. Plusieurs reprises, on me dit, mais pourquoi vous n'avez pas marqué? Parce que c'est le service qui doit le déterminer. C'est la CMT qui doit dire dans cette situation-là, sur cette zone industrielle, eh ben, il faut qu'on soit 2 médecins, 10 infirmières, n'importe quoi, hein, etc., etc. C'est pas le texte qui doit dire 1, sachant que le médecin inspecteur, dans le cadre de l'agrément, il va mettre éventuellement un correctif. Parce que je vois bien, moi, dans ma petite promenade de service que je fais quand même régulièrement, quand je vois dans certaines régions très industrielles, très proches de la problématique chimique, et où effectivement on cherche désespérément l'IPRP formé toxico, on se dit le service ne se donne pas les moyens pour répondre aux besoins de l'entreprise. Donc là, derrière, cette pluridisciplinarité, c'est aussi pour remonter en termes de compétences. Sachant que j'entends très bien ce que dit M. Ambelli, l'entreprise en tant que telle a aussi son savoir-faire. Moi, derrière, juste, je voudrais le petit correctif, je suis d'accord avec vous, le vrai enjeu quand même, c'est pour presque vos 80% d'adhérents. C'est les moins de 10. Donc derrière, qu'est-ce qu'on met en place? Parce que l'enjeu, il est quand même là. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit le professeur Frima sur la spécialité des médecins du travail. Moi, je parle vu du côté de l'industrie. Les services sont interpro. La part du tertiaire est de plus en plus importante. Ouais. Et ce que nous disent nos adhérents industriels, en tous les cas, c'est qu'on sent au fil des années la perte de la connaissance des métiers de l'industrie. Alors le bâtiment, lui, il a ses services. Nous, industrie, sur certains bassins d'emploi, ce serait utile qu'on ait soit nos services, soit nos médecins du travail, de retrouver des gens qui connaissent même le vocabulaire de métier. Donc des spécialisations. Alors, ce n'est pas une spécialisation absolue, mais dans les métiers de la métallurgie, il y a quand même... bon. Alors, quant au personnel tertiaire, là, c'est clair que c'est la majorité des VIP. Moi, j'en fais partie. C'est vrai que les salariés et les entreprises, parfois, s'interrogent sur la spécialité de médecine du travail sur le personnel tertiaire. Alors, je sais pas, je sais que je vais peut-être choquer, mais c'est peut-être un tabou. Mais il y en a d'autres qui s'interrogent. C'est les complémentaires santé obligatoires, qui sont devenus obligatoires il y a 2 ans. Donc là, 13 millions de personnes suivies en médecine du travail. Les personnes qui sont en SIR, je ne sais pas ce que ça représente là-dessus, mais grosso modo, on a sans doute besoin vraiment d'un savoir médical beaucoup plus affûté sur les postes à risque, les métiers critiques. Alors, quand on critique les entreprises parce qu'elles disent on veut recourir aux médecins de ville, c'est souvent parce que l'on pense à la visite du tertiaire, où les gens ne comprennent pas ce qui différencie une visite. Bon, voilà. Maintenant, il faut leur expliquer s'il y a une différence. Non, mais je sais que ça vous choque. Bien sûr que ça vous choque. Néanmoins, c'est un sentiment qui est partagé par beaucoup d'entreprises et aussi par beaucoup de salariés. Maintenant, je ne suis pas partisan du recours à la médecine de ville. Non, mais attendez. C'est votre vision. Oui, c'est ma vision. Ben, je la partage. On est bien d'accord, mais maintenant, il va falloir que vous expliquiez aussi pourquoi ce ne sont pas des visites de médecine générale. Et je vous dis... Parce que peut-être parler de ce qu'est la spécialité. Alors, voilà, attendez, on se gardera un petit temps pour les questions tout à l'heure. Oui, je vois le temps qui file quand même. Maresco. Moi, je voudrais revenir sur les CIR. Et je me permets d'interpeller les uns et les autres parce que décider d'un suivi individuel renforcé au regard de l'article en question qui nous parle des classifications, rien ne prouve
qu'il y a une plus-value à considérer en suivi individuel renforcé un certain nombre de ce qui a été classé. Ce que je veux dire, c'est que là, encore une fois, on n'est pas parti des besoins en santé et de l'intérêt à avoir ou non un suivi plus rapproché, mais on est parti d'un certain nombre d'a priori. Il y a eu, je l'imagine, des arbitrages de fait qui ne sont pas des arbitrages dans le sens santé-travail. Ce que je veux dire en complément, c'est que toute une population qui n'est pas considérée comme étant en suivi, devant relever d'un suivi individuel renforcé, a pour autant tout autant besoin d'être prise en charge. Exemple, vous avez aujourd'hui, on est dans une région où on a beaucoup d'agroalimentaires. Certains d'entre vous suivent du personnel d'abattoir. Vous connaissez les conditions de travail en abattoir. Si vous ne les connaissez pas, je vous invite à y aller. Oui, c'est compliqué, c'est dur. Alors, avec des risques multiples, oui. Puisque nous avons de la manutention, nous avons du bruit, des agents biologiques, des troubles musculo-squelettiques. Eh bien, sur les 4 risques que je viens de nommer, aucun n'est en suivi individuel renforcé. C'est bien la preuve que cette classification CIR a été décidée sur des critères qui ne sont pas des critères santé au travail, que moi je souhaiterais revoir, mais malheureusement on ne m'écoute pas. Mais bon, mais que, au demeurant, en ce qui concerne les classifications de non-CIR, il y a un intérêt à avoir un suivi adapté parce qu'il y a des risques et que ce suivi adapté, je termine, ce suivi adapté ne peut être effectué que par des médecins spécialistes en médecine du travail. Vous avez terminé. Mais... Ouais, allez-y. Et alors un mot peut-être dans le même sens, qui est de rappeler... On va éviter de tomber dans le trop technique aussi. Hein, non, mais par rapport à la spécialité de la médecine du travail, c'est bien le médecin, et on en revient à la pertinence de ce nouveau texte qui donne un suivi réglementaire à la main du médecin, c'est que le médecin du travail pourra décider finalement d'une périodicité non pas tous les 5 ans, mais tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, du fameux salarié qui travaille en abattoir. Et idem sur les risques secteur tertiaire qui sont souvent invisibles. S'il y a une organisation du travail problématique ou constatée comme telle, il reste à la main du médecin du travail de pouvoir donner une périodicité beaucoup plus rapprochée pour suivre une certaine population, y compris dans le secteur tertiaire. Et c'est vrai que le médecin du travail reste indépendant et le seul qualifié et formé à mettre en regard les conditions de travail et l'état de santé pour voir s'il en résulte une problématique santé particulière. Donc certains défendent mieux que moi cette spécialité, mais on a eu des débats là dans l'hémicycle, puisque dans le cadre de la loi sur la réforme de la formation, la liberté de choisir son avenir professionnel, il a été regardé la situation des apprentis, et il y a un amendement qui a été déposé allant dans le sens de pour faciliter finalement l'accès des apprentis à l'entreprise, permettre que leur visite médicale soit faite par des médecins généralistes dans le cas où les services seraient engorgés. Bon. Donc ce débat, le dépôt de cet amendement a fait naître des débats, et donc c'est relativement instructif si vous avez 10 minutes à passer devant ce débat pour écouter. Il y a des amendements de retrait qui sont déposés, et on verra maintenant, le texte sera au Sénat, et probablement in fine que cette mesure ne sera pas retenue parce qu'elle mettrait vraiment en cause la pertinence du suivi par le médecin. Ah bah oui, là, et je conclus, et en plus on parle quand même d'apprentis qui sont, c'est le pied dans la porte, ils sont jeunes. Il y a un intérêt évident dans le choix de sa carrière professionnelle et de son métier à être bien considéré sous l'angle de l'aptitude ou de la capacité ou des capacités physiques à effectuer le métier. Donc c'est vraiment le mauvais exemple. C'était tout pour cet aspect-là. Je voudrais juste, parce qu'il va bientôt falloir qu'on conclue, mais j'avais quand même une question. C'est quoi le mode de financement idéal alors ? Demain, c'est quoi ? Non, mais je vous promets qu'il faut essayer de le faire en 5 minutes. Ouais. Je vais être vilaine. Financement de quoi ? Des services de santé au travail ? De la santé au travail ? Ouais, financement de la santé. Ouais, non, d'accord. Financement. Est-ce que, je sais pas moi, est-ce qu'il faut, transférer l'encaissement à l'URSSAF avec une répartition ensuite ? Je sais pas. Moi, il me semble que c'était d'ailleurs dans une proposition de loi, une proposition qui n'a pas été retenue. Je pense que ce serait pas mal que ce soit effectivement géré par les URSSAF. Ça permettrait de ne pas avoir des positionnements différents dans les services. Je ne parle pas des services bretons, mais il y a quand même eu un certain nombre
d'affaires hein, qui ont entaché les services de santé interentreprises. Hein. Il y en a eu quelques-uns. Donc, Oui, c'est un grand secteur, et compte donc. tenu du fait que le paritarisme s'exerce mal dans les services de santé, que c'est un pseudo-paritarisme, mais je ne vais pas rentrer dans les débats, et que le trésorier, qui est donc venant théoriquement d'une organisation salariée, n'est pas formé. Vous avez vu les chiffres que nous a présentés Madame la commissaire aux comptes, et voilà, il faut être formé pour savoir faire ça. Donc, oui, moi je suis D'accord. partisan de ça. Juste sur le paritarisme s'exerce mal. Non, mais juste sur le financement, parce que là, il faut vraiment Non, mais juste parce que boucle, hein. le paritarisme ne s'exerce pas mal. Il s'exerce conformément à la loi. Ouais. Madame elle me remercie en me disant je vous ai pas attendu et elle m'explique qu'elle est trésorière de par contre de l'AST et ben je suis heureuse de vous rencontrer. Par contre nous avons Ça essayé. va bien se finir cette table. Nous avons essayé. Ouais. On est bien là. Nous avons essayé en Bretagne avec le dernier chef de pôle de rencontrer les organisations patronales et syndicales pour justement mettre en place une formation pour l'ensemble des trésoriers parce que c'est bien si ça se passe bien ici. Mais il y a des endroits où ça ne se passe pas bien et où les postes ne sont pas pourvus. Encore une fois, j'ai une vision régionale, hein, je l'ai dit d'emblée. Et il y a eu un refus des organisations patronales de mettre en place cette formation qui permettait justement à ce que les trésoriers salariés tiennent entièrement leur place. Un mot sur le financement rapidement, les uns et les autres, et on boucle, parce qu'on a dépassé largement le temps, que ça fait plus de 2 heures que vous êtes avec nous, qu'il y a un cocktail qui est prévu quand même. Est-ce que l'un ou l'autre souhaite intervenir sur ce sujet et puis plus généralement sur la Alors sur le financement, si je peux me permettre, alors nous on raisonne dans le cadre actuel qui est celui d'association loi 1901. Donc pour nous, il y a la loi dit parfaitement ce qu'est une association loi 1901 et quelles sont ses prérogatives. Le montant de la cotisation, le mode de cotisation sont du ressort de l'association et de son assemblée générale. Les quelques affaires qu'il y a pu avoir sont vraiment anecdotiques. Non, mais c'est notre position. On va pas refaire un débat. Et juste sur le paritarisme, encore une fois, il s'applique, et on consolide un rapport de branche à notre niveau. Dans 99,9% des services de France, le paritarisme qui s'applique, est celui qui est prévu par les textes, c'est-à-dire un conseil d'administration 50-50, mais présidence employeur, ce qui nous paraît découler parfaitement de la chaîne des obligations en santé-sécurité attachée au statut de chef d'entreprise. Voilà. Sur la répartition des mandats, etc., on est dans le débat des partenaires sociaux. Bon, ça sera mieux demain. Michel Petitot, vous concluez en disant ça. Ça sera mieux demain ? Ça sera mieux demain qu'aujourd'hui ? Il faut que ce soit mieux demain qu'aujourd'hui. On va faire ce qu'il faut pour que ça le soit. D'accord. Et on va attendre ce que Mme Lecoq va dire. Les missions. Et puis après, on en discutera au niveau politique. D'accord. Le niveau politique, il va se déterminer. Mais l'important, c'est qu'il y ait un pilotage du système fonctionnel et organisationnel général qui permette à chaque organisme de fonctionner comme il faut. Très bien. Merci à tous les 5 d'avoir accepté cette invitation à la table ronde. Bravo.